Le 27e congrès de l'Union postale universelle de 2020 va se dérouler en Côte d'Ivoire. Le pays a été désigné à l'unanimité des participants au 26e congrès de l'UPU à Istanbul, en Turquie. Monogaga, autrefois paradis perdu, fait peine à voir aujourd'hui. Les sites touristiques de cet endroit jadis paradisiaque tombent en ruine. Comme tous les pronostics, le non à l'accord de paix négocié avec la guérilla des FARC a remporté le référendum d'hier en Colombie. Après ce non, l'incertitude se dessine à l'horizon. Madame, Messieurs, bonsoir. Sachez que le chef de l'État sera face aux députés le mercredi 5 octobre 2016. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de la deuxième session parlementaire au titre de l'année 2016. Sur la table, la question de la nouvelle constitution. Et puis ce communiqué, avant de continuer ce journal, la presse fait état de l'organisation le 5 octobre 2016 d'un sit-in par le Front populaire ivoirien, le FPI, devant l'Assemblée nationale. L'administration n'a reçu aucun courrier relatif à ce sit-in. Par conséquent, le préfet du département d'Abidjan informe que cette manifestation n'est pas autorisée. Il rappelle que les manifestants sur la voie publique sont soumis à autorisation préalable. Le préfet met en garde contre toute tentative de troubles à l'ordre public. Le préfet d'Abidjan, Diakité Sidiki. Le 27e congrès de l'Union postale universelle de 2020 va se dérouler en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été désignée au 26e congrès de l'UPI dominé par la réforme des structures de l'Union qui souhaite ainsi renforcer sa capacité et son efficacité à accompagner les mutations des services postaux et des opérateurs. Le reportage de Michel Digré. Si la joie est si grande, c'est parce que depuis 1934, en Égypte, aucun pays africain n'avait obtenu l'organisation du congrès de l'Union postale universelle. La Côte d'Ivoire devient ainsi le second pays africain à avoir le privilège d'abriter la grande messe mondiale de la Poste. Venez encourager ce continent. Venez encourager ce continent prometteur qui est probablement l'une des prochaines frontières du développement des services postaux dans le monde. Venez tout simplement vivre une expérience différente, un congrès aux saveurs africaines. Un congrès aux saveurs africaines en terre d'Eburnie, c'est tout le continent qui s'en réjouit. Je suis véritablement très fier de cette victoire de la Côte d'Ivoire, qui est une victoire de l'ensemble du continent, puisque le continent se sent honoré par cette victoire. La Côte d'Ivoire va honorer l'Afrique en abritant ce congrès. 2020, c'est seulement dans 4 ans, mais le ministre Bruno Koné rassure, la Côte d'Ivoire mettra tout en œuvre pour ne pas rater ce rendez-vous. Monogaga est un village de pêcheurs situé en bordure d'océan. Ce petit paradis ivoirien est aujourd'hui méconnaissable. Ce village à balnéaire de pêcheurs avec une plage couverte de cocotiers et de sable fin était autrefois très prisé. Mais cet endroit appelé la demeure de l'ange pour l'alliage du vert et du bleu, l'océan Atlantique et la forêt tropicale se faisant face a fait peine à voir. Les hôtels tombent en ruine, ravissant à ce paradis perdu sa beauté et son charme. Conan Sama et Thérèse Tapéobri. Situé à une quinzaine de kilomètres du bitume, sur l'axe San Pedro-Sassandra, Monogaga, localité touristique, se meurt. Plus de touristes à l'horizon. Et pourtant, on y trouve de belles plages avec une flore impressionnante. La plage ne fonctionne plus comme avant. Depuis la guerre, la route est dégradée. Oui, l'état de la route. Une route rocailleuse, difficile à pratiquer. Des fois, on arrive sur la côte Caillou, on est obligé de descendre les gens. S'il y a un peu de bagage dans le véhicule, on descend les gens, on débrouille pour monter, on vient garer sur la colline, les gens marchent pour nous trouver sur la colline. En plus de la voie d'accès impraticable, il n'y a pas de réseau téléphonique à Monogaga. Et handicap pour le tourisme. On a un problème de communication ici, il y a la partie verte là. On quitte dans le village et puis seulement on va communiquer. Donc ici vraiment, on a un problème de réseau ici. À Monogaga, le seul et unique réceptif hôtelier est à l'abandon dans les broussailles.
Bon, ça c'est l'hôtel de Langouste d'Or. En 1997, l'hôtel on vivait dans l'hôtel quand les gens venaient. Ici le bar, le restaurant. Les quelques résidences plus ou moins fonctionnelles sont le lieu de repos des pêcheurs. Et les plages sont devenues aujourd'hui le garage de bateaux de pêche artisanale. Les gens ne viennent pas, voilà pourquoi toute la plage, il y a des bateaux là-dessus. Sinon, quand les touristes viennent, tout ça enlève. Des maisons de touristes sont heureusement réhabilitées ou en voie de réhabilitation, ce qui donne un peu d'espoir à Monogaga. Monogaga avant, paradis terrestre chanté par l'artiste Mewe, risque de n'exister que de nom si rien n'est fait. De violentes manifestations entre jeunes et policiers ont secoué la ville de Katiola. Un jeune homme a perdu la vie à la suite d'une altercation qui l'opposait aux agents de police de la ville. Les faits avec Walter Amadou Ouattara. Katiola, chef-lieu de la région du Hambol. La journée du lundi a été dominée par de violentes manifestations. À l'origine de ces troubles, des populations en colère suite au décès par balle d'un jeune homme de 21 ans. Le défunt aurait eu une brouille avec la police. Ce monsieur est un repris de justice. À la faveur de la grâce présidentielle, lorsqu'il est sorti de prison, il est même venu au commissariat pour réclamer 10 millions que lui doit le commissariat de police. Bon, j'ai trouvé que c'était enfantin. Je lui ai même dit de partir du commissariat. Il en est parti. Avant-hier, aux environs de 2 heures du matin, ce même est revenu, cette fois-ci, au poste où il a pris une chaise pour vouloir assommer l'adjudant. Malheureusement, les autres n'ont pas pu le secourir afin de l'appréhender. Ce matin, vers les 11h30, j'attendais des tirs. Renseignement pris, on me dit que ce jeune drogué voulait encore s'en prendre à un de nos éléments, le conducteur, et qui, malheureusement, a usé de son arme à feu. Ce que les gens ne savent pas, il avait commencé à avoir des troubles. Que moi, je le sais, parce que c'est moi qui venais à son secours, et puis je le calmais pour qu'il puisse mettre la balle à terre. Dans de la réconciliation, nous, on accepte. Voilà, on se remet aux autorités pour que la paix revienne dans tous nos cœurs. Conséquence de ce malheureux incident, un mort, un élève blessé par balle, le commissariat et véhicules de police incendiés, domicile des forces de l'ordre saccagés et pillés. Les autorités locales ont initié des rencontres avec les leaders de communauté afin de ramener le calme. C'est vraiment regrettable. Nous sommes sûrs que, n'eût été les circonstances, on aurait pu éviter cela. Notre appel à toute la population, c'est de nous faire confiance pour une gestion vraiment sereine de cette situation. Et les enquêtes seront faites pour que les circonstances effectives dans lesquelles les jeunes ont trouvé la mort puissent être élucidées. Nous avons promis à la famille de nous occuper complètement des obsèques ainsi que des cérémonies du 7e jour pour que justement l'âme de notre frère décédé repose en paix. Quand nous quittions Katiola, la ville avait retrouvé sa quiétude. Les risques d'accidents sont légion dans la filière coton. Cette filière enregistre le plus grand nombre d'accidents de travail. La CNPS fait de la sensibilisation en vue de protéger la santé des travailleurs. Soro Corona et Charles Tato nous disent comment se fait la prévention des risques professionnels. Selon les chiffres réalisés sur la période de 2014-2015 par la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, 42% des accidents de travail proviennent des industries cotonnières. Face à ce tableau sombre, les acteurs de la filière coton sont à l'école de la CNPS. Objectif, réduire ces accidents professionnels et faire la promotion de la sécurité au travail. Durant 2 jours, les participants ont été instruits sur la démarche de prévention des accidents au travail. Les chefs d'entreprise sont invités à intégrer
la gestion de la sécurité au travail dans leur management afin de réduire les maladies professionnelles et de booster ainsi la productivité. Nous avons pensé regrouper l'ensemble des acteurs de ce secteur pour leur parler au moins de la prévention des risques et leur donner les outils nécessaires pour la gestion des risques présents dans leurs entreprises. Nous leur avons expliqué la démarche de prévention qu'il fallait avoir pour pouvoir maîtriser ces risques. Il a été aussi question de réaliser des études au niveau des producteurs de coton afin d'évaluer l'impact des produits phytosanitaires sur les paysans. Avec cette formation, on pourrait déjà apporter gros en formant nos conseillers agricoles à l'utilisation même de ces produits. Au nombre d'une cinquantaine, on avait comme participants des médecins, des chargés de sécurité sociale, des gestionnaires des ressources humaines, des assistants sociaux et le conseil du coton et de l'anacarde. Parlons enseignement supérieur avec ces journées de l'orientation du bachelier qui ont démarré aujourd'hui à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les élèves ont eu des informations sur les différentes filières et les établissements supérieurs qu'ils pourraient choisir. Éric Goré a rencontré quelques bacheliers. L'université Félix Houphouët-Boigny prise d'assaut ce lundi matin par les nouveaux bacheliers à l'occasion des journées de l'orientation du bachelier. Ces journées ont pour objectif de trouver des établissements d'accueil à ces nouveaux étudiants. Selon la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique, ce cadre d'échange va donner des rudiments à ces nouveaux étudiants pour leur permettre d'opérer des choix selon leurs capacités. Ça va aider les étudiants à mieux s'orienter. Ça, c'était une des premières raisons. La deuxième raison, c'est de permettre aux étudiants de s'inscrire en ligne en un temps limité. On a donné tout le mois d'octobre pour que les étudiants fassent leur préinscription. Parce qu'on dit souvent que nos universités ne sont pas dans les classements. Mais nos universités, pour être dans les classements, doivent déjà connaître le nombre d'étudiants. Vous ne savez même pas le nombre d'étudiants. Comment votre dossier peut être retenu pour être classé? Des stands d'accueil reçoivent ces nouveaux bacheliers pour répondre à leurs différentes préoccupations. Certains étudiants se disent déjà satisfaits. On m'a donné plus d'informations, comment faire pour être un bon marketeur et comment faire pour convaincre des clients. Les informations que m'ont donné les exposants m'ont vraiment très satisfait. J'ai choisi l'agriculture, j'aimerais faire l'agronomie. Voilà, donc c'est l'école à Zopé. Bon, les préinscriptions ont commencé, donc je vais aller m'inscrire là-bas, puisque c'est mon choix. La première édition des journées de l'orientation du bachelier va durer une semaine. Après ces journées d'orientation, une permanence sera assurée à l'université Félix Houphouët-Boigny pendant tout le mois d'octobre pour continuer à informer ces étudiants sur les filières et débouchés dans les universités et grandes écoles. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises a l'honneur pour la 4e édition du Twins Time. C'est la tribune interactive publique-privée du comité de concertation État-secteur privé. Des solutions ont été proposées aux problématiques de développement des PME. Le reportage de Christelle Menin. Malgré un recensement encore incomplet, les statistiques sur les PME en Côte d'Ivoire indiquent qu'elles représentent 98% du tissu économique formel et 23% de la population active. L'objectif du gouvernement à l'horizon 2020 est de disposer d'une masse critique d'environ 120 000 PME et de créer 300 à 400 000 emplois supplémentaires. Pour y arriver, il faudra adresser 12 problématiques majeures. Entre autres, le financement, la fiscalité des PME, l'accès au marché, le renforcement des capacités managériales, le coût et la disponibilité et la qualité de la main-d'œuvre, le développement du secteur informel, les problèmes de gouvernance et de corruption, et j'en passe. À ce tableau s'ajoutent l'inexpérience et la faiblesse des investissements de départ. Plus de 60% des PME ont une durée de vie de moins de 10 ans et 57% des investissements initiaux ne dépassent pas 500 000 francs CFA. Mais des politiques existent, c'est notamment le programme Phoenix, 50 mesures bâties sur 4 piliers stratégiques. L'amélioration du climat des affaires, le renforcement des capacités techniques et managériales des PME, l'accès au financement et au marché, et le développement de la culture entrepreneuriale et de l'innovation. Le processus est en cours et le Twins Time, tribune d'échange interactif entre les acteurs publics et privés, donne l'occasion d'en faire un bilan et d'indiquer pour cette 4e édition des perspectives aux problématiques de développement des PME.
Au comité de concertation État-secteur privé, nous sommes là pour animer le dialogue entre les deux parties, de telle sorte que ce dialogue-là même puisse servir d'outil de gouvernance. C'est-à-dire que chaque fois que les autorités doivent prendre une décision, qu'on puisse consulter ceux qui doivent appliquer cette décision. Au terme des échanges, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME, administration publique, organisations patronales et professionnelles, était imprégnée des difficultés, opportunités et défis de développement des PME en Côte d'Ivoire. Des matériels agricoles ont été remis à 65 nouvelles communautés villageoises pour la création de pépinières d'EVA. C'était à Zoukoubé, dans l'ouest du pays. L'opération a coûté 399 millions de francs CFA, une initiative du Fonds de développement EVA de la Promac. Le reportage de Sidonie Waka Davila. Un camion de transport de marchandises. À son bord, plusieurs pièces de matériel agricole, une importante quantité d'engrais, d'herbicides et surtout un système complet d'irrigation pour pépinières modernes d'EVA. Il en est ainsi depuis 2014 au Fonds de développement EVA de la Promac. Cette année, le FDH à Promac a choisi la région du Haut-Sassandra et la localité de Zoukoubé pour procéder à la remise officielle du matériel de création de pépinières communautaires. Les coûts du caoutchouc sont bas. La Promac ne laisse pas tomber les parents. On leur envoie des équipements pour travailler, pour produire des plants pour eux-mêmes parce qu'ils n'auront pas les moyens de les acheter. Ce programme a démarré avec 30 groupements. Aujourd'hui, il s'étend sur 95, repartis sur 11 régions de Côte d'Ivoire. Le montant total investi à ce jour est estimé à 399 millions de francs CFA. Avant, on faisait le pépinière à notre propre moyen. C'était difficile, très très difficile. On ne pouvait même pas créer les plantations de VA. Avec le matériel que nous avons reçu aujourd'hui, ça va diminuer le taux de chômage dans notre région. Ça va aussi diminuer le taux d'exode rural. Le programme des pépinières communautaires s'inscrit dans le cadre d'un partenariat à Promac FDH et le PESAC. Il est financé par le groupe de la Banque mondiale, l'Agence française de développement et l'État de Côte d'Ivoire. À Ara, ce sont plus de 120 pépiniéristes de bananes plantains qui sont en activité sur 126 sites dans les zones de production. Les filières semencières sont donc en développement dans cette partie du pays pour produire des semences de qualité. Kwadio Kwame. Le métier de pépiniériste de bananes plantains en plein essor grâce au PPAO WAP. Narcisse Armand, ingénieur des techniques agricoles, salarié dans une grande entreprise agro-industrielle, a tout abandonné pour devenir pépiniériste de bananes plantains, suite à une formation dispensée par le PPAO WAP, programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Armand a été fasciné par la technologie du PIF qui est le plant issu de fragments de tiges, une importante innovation dans la production de semences de bananes plantains. Ici, ce sont des rejets. C'est le matériel végétal qu'on utilise pour faire des plantations. Mais avec 1 hectare d'une plantation de bananes plantains, on ne peut pas faire sortir 2000 ou 3000 rejets pour créer une nouvelle plantation. Or, à travers cette méthode-là, cette nouvelle méthode, lorsque vous avez ce rejet que nous avons là, que nous prenons dans un champ, le PIF nous permet de le manipuler, de faire des traitements dessus et au bout de 5 mois, de faire ressortir au total autour de 100 plants qui peuvent aller en plantation. Donc si vous avez 1 hectare de plantation de bananes plantains où vous pouvez avoir peut-être 2000 rejets pour faire un nouveau champ, mais avec cette méthode-là, d'1 hectare de plantation de bananes plantains, vous pouvez avoir pratiquement 100 000 plants que vous pouvez prendre pour créer plusieurs autres champs. 120 pépiniéristes de bananes plantains sont en activité sur 126 sites repartis sur la zone de production de bananes plantains. Pour la première campagne de production de plants, les pépiniéristes ont honoré 20% de la commande, plus de 2 millions de vivoplants passés par la filière café-cacao. Pour la campagne 2016, la commande de plants pour le café-cacao est passée à 8 millions et des marchés passés avec. De nombreux pépiniéristes sont en cours d'exécution.
Près de 2000 agents des douanes sont formés. Ils sont issus de l'ADDR et cela est à mettre à l'actif du don de gouvernance et de développement institutionnel. Cette formation se tient simultanément dans 6 autres directions régionales de la douane du pays, en plus du district d'Abidjan. Chantal Eouma Akanda était à l'École nationale des douanes dans la commune du Plateau. L'atteinte des objectifs de la douane ivoirienne passe également par une ressource humaine de qualité. Pour y arriver, la Direction générale de la douane se donne les moyens à travers une formation. 1921 agents douaniers recrutés en 2015 bénéficient de cette opération qui se déroule simultanément à Abidjan et dans d'autres régions du pays. Ces jeunes gens ont donc été recrutés dans le cadre de la TDR et ont reçu une première formation militaire et professionnelle. Sur le terrain, on les a redéployés compte tenu des urgences. Maintenant que nous avons résolu les urgences, il faut donc penser à compléter cette formation initiale. Le don de gouvernance et de développement institutionnel DGDI est la cheville ouvrière de cette formation qui s'inscrit dans l'amélioration de la gouvernance économique et institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Ils sont aux frontières, ils doivent pouvoir faire un reportage de tout ce qu'ils voient, qu'ils entendent par rapport à leur mission. Il y a la rédaction. On les forme aussi aux outils juridiques qui sont propres aussi à la douane. Les bénéficiaires entendent s'approprier ces nouvelles connaissances pour un meilleur rendement. Nous rencontrons très souvent dans le cadre de nos activités certains problèmes tels que la rédaction des PV et aussi des problèmes liés au droit. Donc c'est des thèmes qui sont développés dans ce séminaire. Ça va nous permettre d'être perfectionnés plus pour savoir ce à quoi on s'attend en fait sur le terrain. Sous le thème central, les douanes ivoiriennes et la bonne gouvernance, ce séminaire, ouvert ce 3 octobre, prend fin le 5 novembre prochain. 6 directions régionales de la douane sont concernées. Ce sont à Bengourou, à Boasso, Boaké, Korogo, Mans et San Pedro. Le médiateur de la République était en mission à Bouna. Il s'est entretenu avec la population en vue de l'encourager à mener des actions qui contribueront à favoriser le vivre ensemble. Même si la crise qui avait secoué Bouna est bien loin, aujourd'hui, le médiateur de la République a insisté sur la cohésion sociale et la paix. Eugène Atoubi. Photo de famille après une séance d'écoute au domicile du chef de la communauté Lobi à Bouna. Ambiance détendue, mais une heure plus tôt, l'atmosphère était plus lourde. Les lobbies ont toutefois pu donner leur version des causes du conflit avec proposition de recommandation à la demande du médiateur de la République. Les communautés Malinké et Koulango rencontrées respectivement au quartier Camarasso, au domicile de son éminence Gouroua, chef de la communauté Malinké, et à la cour de Sa Majesté qui a reconnu 2 rois de Bouna, ont été soumises au même exercice. Au-delà des causes lointaines et immédiates relevées durant les séances d'écoute, toutes les communautés ont montré leur disposition à la réconciliation et à la paix. La dernière fois, il y a eu Marcana, on a joué ensemble, les jeunes lobbies, les jeunes camarades, les jeunes Koulango, tout ce qui veut dire que nous sommes de retour quand même dans la normalité. Et pas plus tard que quelques temps, il y a Madame le ministre de la Solidarité qui est passée et c'est ensemble que toutes les communautés, main dans la main, se sont retrouvées pour célébrer la journée de la solidarité à Bouna. Je pense que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Les écoutes élargies à toutes les composantes sociales de Bouna sont en réalité des séances de collecte de témoignages et de recueil d'informations pour comprendre les tenants et aboutissants de ces violences intercommunautaires que Bouna a connues. Dans cette recherche de la vérité, les responsables de confessions religieuses, chrétiens et musulmans notamment, ont apporté leur contribution. Les chrétiens, pour leur part, se proposent de mener une campagne de sensibilisation pour prévenir les risques d'enlisement de ce conflit à l'approche des échéances électorales. Sensibiliser la population que les élections, ce n'est pas la guerre. Tous veulent le développement de la région du Bonkani. Donc s'il y a un qui perd, ce n'est pas la fin du monde. Il doit accepter et celui qui a gagné, nous tous, nous soutenons pour qu'il puisse amener à bien sa mission. L'intérêt général avant l'intérêt particulier. La cohésion sociale, la cohésion de la nation, se maintenir ensemble et avancer.
et régler au fur et à mesure les difficultés que nous rencontrons. Les séances d'écoute sont la première étape d'une médiation qui vise le rapprochement des parties en conflit et de ce rapprochement les amener à trouver ensemble les modalités d'un vivre ensemble harmonieux et paisible. Les responsables de l'AFD entendent faire de la commune d'Abobo, chargée de symboles, une terre d'hospitalité vraie où cohabitent et vivent en parfaite harmonie toutes les communautés de la Côte d'Ivoire. Abou Sanogo était à la sortie officielle de l'Alliance des forces démocratiques. L'ambition affichée par les responsables de l'Alliance des forces démocratiques, AFD, est de faire de la commune d'Abobo le fer de lance d'un modèle d'intégration des populations ivoiriennes. Ils l'ont signifié lors de la sortie officielle de ce parti de droite à vocation libérale, parti qui entend bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, un modèle pour l'humanité avec des hommes nouveaux et intègres. Dans son adresse aux militants et sympathisants de l'AFD, Dr Ibrahima Kouyaté, premier vice-président, a invité les Ivoiriennes et les Ivoiriens à s'inspirer des paroles de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, tout en exhortant les militants de l'Alliance des forces démocratiques à plus de responsabilités dans le langage. Nous voulons sortir des langages de guerre. Pour que nous changeons, il faut d'abord changer nous-mêmes. Et le changement passe par notre langage et par notre comportement. Nous demandons donc d'avoir ce message de paix, ce message de réconciliation, ce message qui ne divise pas et ce message d'union. Fondée en avril 2006, l'Alliance des forces démocratiques, présidée par Maître Balo Yakouba, nourrit le secret espoir d'une Côte d'Ivoire, terre d'espérance et d'hospitalité. Sachez qu'un casque bleu de l'ONU au Mali a été tué. Plusieurs autres ont été blessés aujourd'hui dans une attaque combinée contre leur camp à Anguelhok, dans le nord-est du Mali, près de la frontière algérienne. Et puis contre tous les pronostics, le non à l'accord de paix négocié avec la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie a remporté le référendum en Colombie. Les Colombiens ont refusé par une courte majorité, 50,2%, de valider le texte signé entre le gouvernement et les FARC. Ils prétendaient mettre fin à un conflit long d'un demi-siècle. Hamza Diaby relève l'incertitude après le rejet de l'accord de paix. À 50,21% contre 49,78%, les Colombiens ont voté ce dimanche contre l'accord de paix qui vise à mettre un terme à 52 ans de conflit entre la guérilla des FARC et le gouvernement. L'abstention s'élève à 60%. Ce verdict des urnes surprend une partie de la population. Nous avons perdu l'opportunité pour de nombreuses municipalités en Colombie de retrouver la paix, d'avoir la possibilité d'avoir un poste de police ou de pouvoir employer des gens dans plusieurs domaines. Nous les Colombiens, nous sommes un pays bizarre parce que malgré toutes les souffrances que nous avons connues depuis 60 ans, nous disons non. L'autre partie en est plutôt satisfaite. Nous voulons tous la paix, mais nous n'avons pas l'information complète sur l'accord que le gouvernement a fait avec les FARC. Je suis tout à fait d'accord avec la décision du non prise hier. Je suis totalement d'accord et je pense que c'est très bien de dire non à ces accords. Les opposants à l'accord avaient fait campagne en dénonçant notamment le laxisme des sanctions prévues contre les auteurs des crimes les plus graves. Le devenir de l'accord, largement soutenu par la communauté internationale, est désormais incertain. Pour le président José Manuel Santos, le cessez-le-feu reste en vigueur. Le chef des FARC, Timoshenko, lui réitère la disposition des guérilleros à ne faire usage que de la parole comme arme de construction de l'avenir. Au fil des décennies, ce conflit a fait plus de 260 000 morts, 45 000 disparus et environ 7 millions de déplacés. Après avoir secoué l'île de la Martinique, l'ouragan Matthew se déplace lentement à 7 km/h et se dirige inexorablement vers la Jamaïque et Haïti. À Kingston, c'est la capitale de la Jamaïque, où les vents pourraient atteindre 230 km/h. De fortes précipitations ont déjà été enregistrées. Dans l'est de Cuba, l'heure est aux provisions et au calfeutrage. Matthew atteindra probablement l'est de Cuba dans la journée de demain. Et puis sachez que l'ancien joueur de football camerounais Rigobert Song est sorti de coma. Il a été victime d'un accident vasculaire cérébral hier. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.